Une innovation, même la plus belle du monde, ne peut pas à elle seule venir transformer et résoudre des problématiques très complexes. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Ether, les podcasts de l'innovation sociale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Brémaud, cofondateur d'Elix. Donc Jérémy, je vais te laisser déjà te présenter. Bonjour, effectivement, je m'appelle Jérémy, je suis directeur associé de la Scope Elix, un des cofondateurs effectivement de cette Scope spécialisée sur les questions d'innovation et de transformation sociale. Elix, c'est une agence spécialisée donc, sur les questions d'innovation et de transformation sociale. Ce qu'on fait au quotidien, c'est d'accompagner des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés qui agissent sur les sujets d'intérêt général, à renforcer leur contribution à ces missions d'utilité sociale et d'intérêt général. Concrètement, on va mobiliser les outils de la R&D sociale, on va travailler avec eux sur qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour mieux réaliser ces missions d'intérêt général, comment on pourrait imaginer, conceptualiser, reproblématiser des thématiques, et on va les aider à structurer une démarche de R&D vraiment sur ces sujets d'intérêt général, donc un peu en décalage avec les approches de R&D traditionnelles, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Évidemment. Alors effectivement, c'est un peu la nouveauté dans le podcast, c'est qu'on ne reçoit pas une entreprise, je dirais, qui elle-même se penche sur l'innovation sociale, mais finalement une entreprise qui fait un peu la même chose que nous, mais sous un angle différent, et c'est en ça qu'on s'apprécie et qu'on sait qu'on est complémentaires, c'est que finalement vous accompagnez vos propres clients qui sont, je dirais, plus variés que nous, puisqu'il y a des entreprises du secteur lucratif, mais il y a aussi des associations, il y a aussi des collectivités publiques, je vais y arriver, voilà. Donc, il y a vraiment, la typologie de vos clients est beaucoup plus large que nous, et vous les accompagnez pour structurer la R&D sociale, sociétale, environnementale aussi, et vous n'avez pas l'axe financement que nous avons, mais vous avez vous les poussez finalement à avoir de l'impact. En fait, on va les pousser à avoir de l'impact, on va les aider à structurer en termes de méthode. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est une entreprise traditionnelle, on se dit on a besoin d'investir pour être plus performant sur le marché. Mais en fait, quand on est une organisation qui est centrée sur des sujets d'intérêt général, on se dit qu'on doit être plus performant sur les questions d'intérêt général, mais on ne se dit pas qu'il faut faire de la R&D dessus. Alors en fait, on a vraiment la même philosophie de travail à faire, avec méthode, reproblématiser, comprendre où on est la connaissance, qu'est-ce qu'on a besoin de venir expérimenter, prouver par le terrain. Et on va effectivement nous accompagner beaucoup sur les démarches de structuration, de mise en place, de mise en expérimentation, aller jusqu'à des logiques de démonstrateurs. On n'est pas systématiquement sur les questions de financement, mais ça fait partie des moyens qui sont nécessaires. Donc on va aider à les mobiliser des acteurs privés, des fondations, des partenaires. Oui. Enfin, je parle du CIR en réalité, mais tu as raison, le financement, vous êtes aussi concerné par le financement. Sur le CIR, on va être plutôt sur la structuration de la dimension scientifique, c'est ça. Plus sur l'éligibilité. Exactement, sur l'éligibilité, la structuration de la démarche, moins sur la dimension purement fiscale, effectivement. Et puis, on a une vraie question sur les acteurs d'intérêt général qui ne sont pas fiscalisés, sur la non-éligibilité au CIR traditionnel, et ce qui nous amène, nous, à pousser un peu des démarches autour de ce qui pourrait être un CIR social, c'est-à-dire, finalement, le financement par la solidarité nationale de démarches d'innovation au titre de l'intérêt général. Oui, vous avez aussi une activité de lobbying, ce qui est complètement cohérent. On essaye, en tout cas. Alors, avant de rentrer trop là-dedans, j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire d'Elix, parce que voilà, nous on est plus jeunes que vous, beaucoup plus jeunes que vous, donc est-ce que tu peux me raconter un peu toute l'histoire, et puis qui travaille chez Elix aujourd'hui, comment est composée l'équipe, enfin voilà, nous donner un peu de visibilité. Alors, si on venait sur toute l'histoire, il faudrait remonter très très loin, parce qu'à l'origine, Elix, on est 4 amis à se connaître depuis la fin du collège. Et on a créé cette entreprise en juin 2013, après une phase d'amorçage dans une coopérative d'activité d'emploi. Et donc, au moment de la création, on venait d'univers assez différents. Moi, j'avais plutôt un parcours économie sociale et solidaire. Un autre, Olivier, associé de la Scope, a un parcours plutôt en politique. Sébastien, plutôt sur les projets de territoire. Et puis à l'époque, François était plutôt, lui, sur les dimensions d'innovation entrepreneuriale traditionnelle. Et c'est le croisement, en fait, de nos approches où on s'apercevait qu'on était amené à traiter des sujets parfois un peu similaires, un peu proches, mais à ne pas les aborder par les mêmes logiques, voire pas par les mêmes acteurs. Et finalement, c'est cet intérêt à venir croiser l'acteur public, les acteurs de l'ESS, les acteurs des territoires, les acteurs plus entrepreneuriaux, et à se dire, finalement,
tout le monde a un rôle à jouer dans ces dimensions de transformation sociale et comment est-ce qu'on peut lier les forces et ouvrir ces dimensions. Donc ça nous a amené à nous créer sous forme de scope. Ça avait un gros avantage, c'est que ça permettait d'éviter toute problématique financière entre nous, puisque dans une scope, on est sur les logiques une personne égale une voix, il n'y a pas de financiarisation des parts sociales, ce qui fait que finalement tout le monde est libre de pouvoir partir quand il le souhaite sans mettre en difficulté l'entreprise parce que je repartirai avec 50% de la valeur, des problématiques de liquidité, etc. Donc ça, c'était un vrai principe. C'est un choix de gouvernance très fort, mais très très parlant. Choix de gouvernance assez fort. Et puis on était convaincus qu'on ne serait pas assez de 4 pour pouvoir structurer et modéliser l'ensemble des travaux à faire autour de ces sujets. Et donc c'était aussi, dans une logique un peu réflexive, la capacité à appliquer ce qu'on conseille à des acteurs, c'est-à-dire favoriser l'énergie collective, essayer de limiter les asymétries de pouvoir, de relations. Et donc le choix de la scope marchait plutôt bien. Aujourd'hui, on est 16 au sein de la structure. Donc au final, elle a été créée quand ? En juin 2013. Ah d'accord, donc c'est vraiment d'accord, la période de création 2013. En fait, on a amorcé les premières réflexions, travaux, etc. 2011-2012. Oui, voilà, des premières missions de manière un peu parallèle, etc. Et puis la création officielle, juin 2013. D'accord. Et donc ça commence à de structuration, joli adolescent. Une dizaine d'années. Voilà. Joli adolescente, plutôt. Exactement, on est monté jusqu'à 20 personnes dans la structure. Et puis, on a eu des départs qu'on a mis en attente en termes de remplacement. Là, on va réouvrir quelques postes là prochainement. On est sur 4 sites en France, historiquement Bordeaux et Poitiers, parce que les fondateurs habitaient sur ces deux villes, exactement. Donc c'était facile. On n'est pas encore la fusion de la région Nouvelle-Aquitaine à l'époque, donc ça facilite aussi un ensemble d'actions. Et puis juste avant le Covid, on a fait le choix d'ouvrir des antennes à Lyon et à Paris en même temps, parce qu'on était assez sollicité. Et donc on a fait le choix de cette ouverture quelques mois avant le grand shutdown français sur ce volet-là. Mais voilà, on a toujours nos antennes sur ces deux sites. Et donc sur les 16 personnes d'Helix, on a des profils très variés. On est très très influencé par les sciences humaines et sociales. Donc on a des personnes qui viennent des sciences politiques, de l'économie, de la gestion, de la sociologie, de la géographie, de la philo. C'est assez varié. La moitié de l'équipe a un doctorat. Donc là aussi une culture interne très centrée sur ces questions de R&D, avec des parcours assez variés. C'est-à-dire que, par exemple, Santiago a eu son doctorat à 40 ans, après un parcours dans le monde des ONG, de l'intervention sur des dimensions un peu de modélisation économique des ONG, la construction de projets, etc. Pierre a fait un parcours un peu plus classique avec une thèse en sortie d'études, etc. Donc, des modalités assez variées, mais on est vraiment sur une capacité à être à la fois dans le monde académique, le monde de la recherche, et en même temps d'être très opérationnel sur le terrain, sur tous ces sujets d'intérêt général qui sont très très variés, puisqu'on va de la petite enfance à la redynamisation des centres-bourgs, aux problématiques de gestion de l'eau, les dimensions d'inclusion. Enfin, on est vraiment sur un ensemble de thématiques très variées. Notre cœur de spécialité, c'est pas le sujet qu'on traite, c'est la capacité à problématiser, à apporter de la méthode et effectivement à favoriser le dialogue entre des acteurs avec une capacité de conceptualisation et d'appui à l'expérimentation. Ouais, ok, d'accord. Donc, en fait, vous tenez un peu lieu. D'ailleurs, ce qu'on fait aussi à notre niveau, mais de façon beaucoup moins... c'est moins notre cœur de métier. Hein, comme vous, voilà, on n'est pas sur le même angle, mais finalement, vous êtes un peu un comité scientifique externalisé, quoi. Alors, on fait attention sur certains volets. On peut être un petit peu en différence sur ce volet-là. C'est vrai qu'on a une capacité à accompagner la structuration de la démarche. Par contre, on est très vigilant à la place des chercheurs dans les organisations et on va essayer, nous, de structurer vraiment des collaborations de recherche entre les acteurs socio-économiques et les acteurs du monde académique. D'accord. L'idée, c'est pas de demander aux chercheurs de prendre un rôle d'innovateur ou de demander aux acteurs de l'innovation de prendre un rôle de chercheur, mais de bien permettre à chacun d'avoir sa plus-value dans ses modalités de fonctionnement. On peut être amené à animer parfois certains comités scientifiques ou comités d'innovation, à distinguer un peu les deux notions. Mais effectivement, on va plutôt nous privilégier une position de tiers de confiance, parfois de médiation autour de ces dimensions-là, de structuration. Et du coup, on confie la dimension scientifique à des laboratoires, à des partenaires qu'on va aller mobiliser spécifiquement là-dessus. Alors avant de continuer sur la démarche vis-à-vis de vos clients, parlons un instant de vos projets à vous en interne, parce que j'imagine que vous aussi, vous faites de la R&D en interne. Ouais. J'ai eu l'opportunité de lire la thèse et je n'ai pas fini de la lire encore, mais je suis dessus de façon très attentive puisque je suis moi-même réinscrite en doctorat de Jade Omer, qui était chez vous. Oui, qui est toujours chez nous. Qui est toujours chez vous, d'accord. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Donc qu'est-ce que vous faites déjà vous en interne comme projet en fait ?
Alors, si je commence, parce que là, on arrive sur notre 4e programme de R&D en interne, en l'espace de 12 ans maintenant. Ouais. On est en général sur des cycles à peu près de 3 ans sur nos programmes de R&D. En fait, le premier qu'on avait structuré, c'était finalement comment est-ce qu'on pouvait amener à repenser des innovations sociales, puisqu'on entendait déjà dans les milieu des années 2010, toutes les problématiques de changement d'échelle des innovations sociales. Et un de nos partis pris, de nos hypothèses, c'était de considérer que la manière dont on structurait les innovations sociales en France, avec ce côté comment c'est petit, faites très local, faites autour de vous, etc., était finalement un frein à une dimension de changement d'échelle et de déploiement. Et donc, on avait travaillé sur différents leviers, différentes modalités qui permettaient de venir qualifier des dimensions avec une capacité transformative un peu plus intéressante, un peu plus importante, avec toutes les précautions d'usage qu'on peut mettre entre un modèle théorique et puis la réalité de terrain et tous les efforts qu'on voit menés par l'ensemble des structures et des organisations qu'on accompagne. Tout à fait. Ce volet-là nous a amené sur notre deuxième étape à des dimensions qui étaient plutôt centrées sur les dynamiques de transformation sociale, considérant qu'une innovation, même la plus belle du monde, ne peut pas à elle seule venir transformer et résoudre des problématiques très complexes. Mmh. Et donc on s'est intéressé aux dynamiques collectives, aux démarches qui permettaient de venir véritablement structurer des efforts conjoints autour de problématiques communes. Quand on est sur je sais pas, les problématiques. Enfin, si je prends territoire zéro chômeur longue durée, pour prendre des choses qui sont assez visibles dans le champ de l'économie sociale et solidaire et des politiques de l'emploi, on voit qu'il y a des innovations qui relèvent des modalités des entreprises à but d'emploi en tant que telles. C'est un objet particulier de recherche, de structuration, mais le fonctionnement des collectifs locaux pour l'emploi, c'est aussi une démarche et une innovation particulière. Au même titre que la loi de financement expérimental apporte quelque chose de singulier et qu'il faudrait qu'on bascule dans le mode de financement imaginé au départ sur ce volet-là avec un cadre de loi qui permette effectivement d'activer les défenses passives, faire en sorte que tous les coûts périphériques autour des demandeurs d'emploi puissent être mobilisés dans une démarche active d'accès à l'emploi et pas dans une démarche d'accompagnement spécifique. Okay. Cette bascule-là, elle nécessite des évolutions politiques. Elle nécessite des évolutions de modèles économiques, elle nécessite des évolutions de coopération, et on voit bien tout un ensemble d'actions autour de ces démarches-là. Donc ça, c'est typiquement le genre d'action qu'on peut être amené à accompagner, à appuyer, à structurer, dans cette capacité à imaginer collectivement les efforts à conduire pour aller sur des logiques de transformation. Ok. Ça, c'est un peu le passé. On a eu un volet sur les 2 dernières années. On a essayé d'investir assez fortement sur les enjeux d'acceptabilité de l'innovation sociale dans le champ de l'innovation traditionnelle. Un grand et vaste sujet. Vaste sujet compliqué. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on surtout a... avec la BPI. Ouais, il y a des partenaires où c'est plus ou moins facile. Alors après, là encore. Il faut le dire. Oui, au niveau national, c'est pas très facile. En local, on arrive à trouver parfois des erreurs un peu plus favorables. Super, c'est bon à savoir. Mais effectivement, on a aujourd'hui un prisme qui reste très marqué, c'est l'innovation, ça sert à avoir un avantage compétitif. Ah, c'est clair. Et, donc, et c'est tech, 99%. Quoi. Exactement. Et donc la capacité à dépasser ça, c'est un effort quotidien. On y arrive. On a des structures qui vont aller chercher du crédit impôt recherche sur des dimensions innovation sociale. Ça, c'est sûr, etc. On y arrive. Sur le CIR, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres sujets... des aides européennes, sur différents volets, on y arrive. Mais effectivement, les aides BPI, on se casse un peu les dents encore sur ce volet-là. Ça viendra, on fait du lobbying en ce sens, ça finira par arriver, mais effectivement, pour l'instant... Il n'y a pas de raison, en tout cas, qu'on n'y arrive pas. Surtout que quand tu vois la nouvelle loi de finances sur la JEII, donc la jeune entreprise innovante à impact, on voit bien qui pousse spécifiquement l'économie sociale et solidaire, tu vois bien que c'est bien le sens de l'histoire. Donc c'est juste qu'à mon avis, elle a un train de retard. C'est tout. Il y aura en tout cas des marches qui restent à franchir, ça c'est sûr. Et qu'on peut accompagner collectivement, c'est pas des choses à faire. C'est sûr. Et donc, ce travail-là, en tout cas, il nous a amené à travailler sur cette question du CIR social. C'est un sujet qu'on pousse depuis quelques temps, mais en tout cas, on avait envie de pouvoir intervenir de manière un peu plus forte dessus. Ça nous amène à questionner les dimensions de valeur, etc. Et le cœur du programme de RD qu'on est en train de finaliser dans sa structuration là, pour notre nouvelle génération est vraiment centré sur la relation société-science. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet sur comment on rend de manière un peu plus forte l'intérêt des démarches scientifiques, des démarches de R&D portées par les acteurs socio-économiques. Il y a un travail d'acculturation, il y a un travail de méthode, il y a un travail de structuration qui reste à faire sur ces dimensions-là. Ça amène des évolutions assez fortes sur les questions des modèles économiques, l'appréciation de la valeur. Aujourd'hui, on a
si on vient sur BPI, mais même sur d'autres, non, cette question de c'est quoi sûr. la valeur économique générée par des innovations sociales, et on ne se pose pas la question de la valeur sociétale, la valeur démocratique, la valeur environnementale, bien et on sûr. ne voit ça que comme du coût évité. Et là-dessus, on a un vrai travail à faire pour aller sur les questions de valuation. C'est pas juste du retour social sur investissement, c'est aussi cette question de, dans la société dans laquelle on a envie de vivre, où est-ce qu'on a envie de porter des efforts en termes d'avancée, de progrès. Et on voit bien que le quotidien nous montre tous les jours toutes les difficultés à agir ensemble autour d'une société meilleure. Ça peut faire un peu bisounours, raconter. Non, bien sûr, mais tu dis comme ça peut faire un peu bisounours, mais en réalité, quand on creuse un peu, tout l'environnement nous montre que c'est là qu'il faut aller. Déjà, on le sait, dans les banques, on a des taux bonifiés aujourd'hui si on est considéré comme structure à impact, dont les investisseurs à impact se démultiplient. On a des avantages divers et variés. Les communautés se reconnaissent et commencent à se lier. La RSE, c'est quand même un sujet... Alors, même si le S de RSE est un peu le parent pauvre aujourd'hui, mais il commence à grandir et à prendre toute sa place, on sait bien que l'État, de façon absolument indubitable, va transférer des obligations de responsabilité sociétale et environnementale sur les entreprises. Donc de toute façon, et puis pour engager les parties prenantes, on sait aussi que c'est par là que ça va passer. Donc, mais pour l'instant, ça paraît pas lié tout ça. Non. Ça paraît tout a l'air dans son coin. Exactement. Il y a un travail c'est de un peu comme, tu sais, cohérence. le jeu des points quand on était petit, quoi. Ouais. Il faut les relier entre eux et là on voit l'image. Mais elle arrive. Il y a un travail de sens et puis de mise en débat. C'est pour ça que la dimension démocratique nous apparaît extrêmement importante. La question de c'est quoi le rôle d'un État s'il n'est plus en financement direct sur certaines actions. Tout à fait. Qu'est-ce qui est souhaitable dans les avenirs qu'on nous propose? Est-ce qu'on doit être uniquement sur la question de l'usage, de l'accessibilité marché, ou est-ce qu'il y a des dimensions complémentaires, peut-être moins visibles, peut-être moins à la mode actuellement, mais sur laquelle la question de la confiance, du lien social, la dimension de la solidarité mérite aussi d'être re-questionnée, ou en tout cas de pouvoir Qu'est-ce être qui remis fait en débat société, pour pouvoir regarder ça. Exactement. Voilà. On est vraiment sur ces questions du faire société qui se posent dans ces démarches-là et qui s'inscrivent aussi dans des relations économiques, dans des relations sociétales, dans des choix de fonctionnement. Quand on est, par exemple, sur la question de l'accompagnement des personnes âgées, on a un vrai choix de société qui se pose dessus. Et donc, les structures qu'on accompagne, qui peuvent être privées lucratives, privées non lucratives, etc., elles ont une vraie participation, un débat de société sur c'est quoi le mode collectif qu'on décide pour nos aînés. Est-ce que c'est une logique de privatisation? Est-ce que c'est une logique de moindre coût? Est-ce que c'est une question de bien-être? Est-ce qu'il y a une logique de responsabilité populationnelle qui doit être imaginée sur un ensemble d'endroits? Et ce volet-là, ça nécessite de pouvoir le mettre en dialogue, de pouvoir agir entre le très local, très concrètement, sur mon territoire, on fait quoi, on fait comment, et puis de pouvoir le lier à d'autres échelles d'action, parce que les financements dépendent parfois d'un département, de l'État, peuvent dépendre de logiques d'action. Mais ça ne fonctionne que si derrière, on a des familles, des proches qui se sentent concernés par ce qui se passe dans l'EHPAD, dans la structure d'accompagnement, et qui, du coup, souhaitent, là aussi, remettre peut-être en visibilité la question des choix de société, parfois induits, parce qu'on regarde uniquement sur la question de la baisse budgétaire, et pas finalement de l'élan de solidarité qu'on devrait peut-être remettre collectivement autour de certaines actions. Oui, absolument, qui transformeront probablement et qui donneront une forme de compétitivité. Et de toute façon, ça fonctionnera pour nos collectivités, mais aussi pour les entreprises lucratives qui, indubitablement, devront investir sur ces sujets et devront trouver les financements pour le faire. On voit de plus en plus de structures privées lucratives traditionnelles, en fait, qui viennent se questionner de manière très légitime sur ces dimensions-là. Alors effectivement, il y a eu des mouvements... L'aide à la personne, déjà, évidemment. On a des structures qui sont historiquement ancrées sur des sujets d'intérêt général. Donc effectivement, elles se confrontent à ces sujets, à ces thématiques. Là-dessus, on les voit en tout cas de manière assez forte. Tout le monde ne met pas les mêmes intensités dans ces réflexions-là, mais on voit effectivement certains acteurs avec une sincérité parce qu'ils sont déjà sur des missions dites de service public et que ça vient questionner concrètement la conduite de ces missions et des personnes en interne qui cherchent à pousser ces sujets au maximum. Top. Bon, de toute façon, c'est toujours passionnant de discuter avec toi. Donc, là, c'est vos sujets de recherche interne et donc la façon dont ça fonctionne. Et maintenant, est-ce que tu peux nous donner un peu une typologie de tes clients? C'est-à-dire que tu nous as dit que c'était très varié, mais en pourcentage, on a plutôt beaucoup plus de collectivités, plutôt beaucoup plus...
Alors, la grande majorité, c'est des acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire. D'accord. On va avoir à peu près 45-50% à peu près d'associations. D'accord. On va avoir... Ah oui, c'est beaucoup d'associations. Ouais, on a beaucoup d'associations, alors de toute taille. On a des associations qui ont 130 millions d'euros de budget. Oui, Donc, oui, non, c'est ça, oui, on n'est pas peut avoir sur... des... oui. Et certaines qui ont 130 000 euros de budget. Oui, bien sûr. Donc, bien voilà, sûr. on a toute taille de structure. On accompagne aussi dans le champ de l'économie sociale et solidaire un ensemble de fondations qui sont en soutien des dynamiques d'innovation sociale, voire qui sont co-autrices de démarches d'innovation sociale. D'accord. Et donc là, ça peut être dans leur modalité de soutien, dans la conduite de programme, dans l'orientation de leur stratégie de soutien, etc., qu'on peut accompagner ces acteurs-là. On va avoir à peu près 25%, je dirais, 25 à 30%, oui, de collectivités locales. Et puis le reste, ça va être des acteurs qu'on met dans une catégorie diverse, dans laquelle on va retrouver des entreprises traditionnelles, des bailleurs sociaux, des acteurs qui croisent des sujets d'intérêt général de manière assez large. Et puis on a un ensemble d'agences pour lesquelles on peut être amené à travailler, des agences de l'eau, l'ADEME, etc. Oui. Je ne mets pas complètement dans le champ collectivité locale. Oui. Et donc voilà, on a un pôle dans lequel on va retrouver entreprises privées et grands acteurs nationaux, des ministères, etc., pour lesquels on peut être amené à travailler aussi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets? Et surtout, finalement, comment ça se passe? Est-ce qu'on vient vous solliciter ou est-ce que c'est vous qui êtes plutôt, finalement, qui proposez à un acteur que vous considérez comme le meilleur sur tel ou tel sujet? Est-ce que c'est de la collaboration ou est-ce qu'on vient vous chercher, vous, pour votre compétence? Alors, je sais qu'on peut venir vous chercher puisque je l'ai expérimenté chez certains de nos clients, mais de façon générale. Ouais, la chance qu'on a depuis notre démarrage, c'est qu'on a à peu près 60-70% des personnes qui viennent à nous. Donc, on a un taux de reconduction qui est assez élevé avec des structures qui, pas forcément tous les ans, mais reviennent tous les 2-3 ans sur des besoins parfois très ponctuels, très spécifiques. On a développé tel programme, on voudrait savoir où on en est, etc. On a besoin d'être challengé dans la conduite. Des acteurs qui ont fait le choix de nous déléguer un rôle dans la conduite de leur démarche d'expérimentation. Et donc, en fait, on a une prestation annuelle avec eux dans ce type de démarche-là. Et puis, pour... je ne sais pas combien ils pèsent aujourd'hui, mais on a des acteurs, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on travaille avec eux, quasiment systématiquement, qui nous sollicitent, qui parlent de nous et qui, du coup, font un bouche-à-oreille assez agréable sur ce volet-là. Et sur le reste, on a une très grosse majorité de réponses à des sollicitations. Donc, on va nous envoyer des cahiers des charges, on va nous envoyer des éléments où on va répondre nous-mêmes à des appels d'offres, notamment pour les collectivités locales. Et puis, on a un tout petit peu de prospection active, mais comme on a fait 10 ans quasiment sans en faire, pour le coup, on a un peu moins activé ce volet-là. On commence à repousser un peu ces sujets parce que à la fois, il y a des sujets qui nous plaisent énormément et on a envie de pouvoir pousser et aller encore un peu plus loin sur ces dimensions. Tout ce qui est autour de l'inclusion, toute la dimension expérimentation des gouvernances territoriales. Quand je suis un maire et que j'ai besoin d'accompagner des innovations sociales très concrètes sur mon territoire, mais que ça me met en défaut par rapport à la loi, comment je peux accompagner quelque chose qui fait autorité pour moi, c'est-à-dire c'est le sens de l'histoire d'aller dans ce volet-là, mais sur lesquels les cadres juridiques, les assurances, etc. me bloquent. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent particulièrement sur cette dimension des cadres un peu dérogatoires pour être en capacité de pouvoir porter des démarches, des innovations un peu plus fortes. Donc, voilà. Et oui, et là, je suppose que vous avez quand même un rôle de faire savoir qui équivaut à une forme de démarchage, mais je dirais sain, encore que le démarchage est pas mal sain. Mais si tu veux, voilà, c'est aussi d'intervenir auprès de certaines collectivités ou certains acteurs clés en disant, voilà, on l'a fait, on l'a déjà fait, et le reproduire, ce serait un avantage pour vous, et ce serait un avantage pour la collectivité au sens large, avec un grand C. En tout cas, on essaye, nous, de pousser sur des sujets qui nous semblent forts en termes d'intérêt, sur lesquels on a des bases. On part jamais de zéro dans ces volets-là. Donc, c'est effectivement dire, on connaît bien aujourd'hui ces thématiques, mais c'est surtout cette dynamique et cette capacité à aller conceptualiser des approches particulières qui nous amènent sur ces dimensions. Et puis, on a eu... parfois quelques articles dans le monde académique, évidemment, en lien avec nos travaux de recherche, mais aussi dans des journaux, Libération, Le Monde, etc. Et on a eu un département qui nous a sollicité après avoir vu un article sur notre CR social en disant, voilà, ce que vous proposez en termes d'expérimentation sur cette démarche-là, ça me parle énormément. Est-ce que vous pourriez faire le parallèle avec nous sur les enjeux d'attractivité des métiers du CARE ?
pour le coup. D'accord. On Les est métiers rentré, du care, ça c'est un vrai sujet. Donc Ouais. on peut en parler un instant. Alors, on va prendre quelques exemples concrets. Bon, je prends celui-là puisque tu viens de le citer. Et puis, quand on le dit comme ça, les métiers du care, je suis pas sûre que tout le monde comprenne à la volée. Donc raconte-nous un peu, parce que ça c'est vraiment un sujet, je dirais, Bah, d'importance aujourd'hui et d'avenir. C'est tous les métiers qu'on va retrouver dans le service à la personne, dans la petite enfance, dans l'accompagnement des seniors, dans le médico-social. En fait, c'est tous les métiers du prendre soin. Et donc, on va avoir sur ce volet-là une vraie difficulté d'attractivité de métier, parce que c'est des métiers qui sont pas faciles, qui sont basés sur une exigence humaine. Quand on est soi-même en soin pour les autres, il faut qu'on prenne soin de nous. Et donc, on voit que les tensions budgétaires dans les organisations, parfois, mettent un peu à mal ces fonctions-là dans les organisations. Et donc, on a à la fois une montée en besoin d'un volume plus important de professionnels, on a besoin d'accompagner une mutation des pratiques. Cette question du prendre soin, elle vient parfois un peu à l'inverse d'obligations organisationnelles qui nous disent, voilà, vous avez 12 minutes pour faire la toilette de Madame Intel. En fait, en 12 minutes, la question de la relation humaine, comment ça va ? Tiens, je détecte qu'il se passe quelque chose, une problématique de morale, un besoin de se confier, un besoin d'échanger, etc. Mais ça, potentiellement, j'ai plus l'espace pour pouvoir le faire parce que je suis centré sur mon chronomètre et plus sur la question de la relation à l'autre. Et cette action, cette modalité, elle est beaucoup travaillée. Il y a une structure qu'on accompagne depuis de nombreuses années qui s'appelle Ressentez-vous, qui est vraiment spécialisée sur l'accompagnement des structures, notamment dans le vieillissement, autour d'approches non médicamenteuses et très centrées sur ces questions du prendre soin. D'accord. Et pour le coup, ils arrivent avec des méthodes, des approches, des professionnels qui vont vraiment penser les démarches très en profondeur sur la qualité, l'estime, sur la prise en compte de chacun. Et c'est une structure là, qu'on a beaucoup de plaisir à accompagner depuis une dizaine d'années. Ouais. D'accord. Ça, c'est passionnant. Et alors, est-ce que tu aurais d'autres exemples comme ça à nous partager et voilà, qui concernent tout le monde et qui seraient sur des acteurs différents, en fait, voilà, sur des clients, des typologies de clients un peu différentes pour voir un peu la variété de ce que vous faites. Si je prends un cadre un peu différent, on a accompagné la Fédération française de sport adapté. Donc c'est une fédération française qui est assez peu connue puisqu'elle est spécialisée sur des sportifs qui ont une situation de handicap, notamment trouble déficience intellectuelle. Et en fait, le travail qui a été fait par cette fédération avait permis de mettre en évidence que par la pratique sportive, les sportifs développent des compétences sociales, physiques, intellectuelles, etc., particulières, mais qu'elles n'étaient jamais valorisées dans le monde social et dans le monde économique. Et donc, on avait fait une première évaluation de démarche avec eux, on était conforme avec leurs intuitions en termes de ces dimensions, et on les a aidés à conceptualiser une académie du sport adapté, et donc d'aller regarder finalement comment est-ce qu'on pouvait venir organiser la valorisation des expertises développées par les pratiques sportives de ces sportifs en situation de handicap pour pouvoir favoriser leur reconnaissance dans le monde social, dans le monde sportif et dans le monde professionnel. Ça a amené une petite révolution interne dans la FFSA parce que derrière ce volet-là, ça amène des sportifs à dire en fait, moi, un espace dans lequel j'ai envie de prendre plus de responsabilités, c'est aussi dans le fonctionnement de la fédération. Et donc, j'ai envie de participer à la vie de mon club. Et donc, pourquoi je ne pourrais pas être au bureau pourquoi je ne pourrais pas être membre de la gouvernance, etc. Participer à l'organisation des fêtes, etc., etc. Et donc, finalement, ça amène une capacité transformative assez intéressante, à la fois sur les sportifs, en termes de reconnaissance, de pouvoir d'agir, d'action, etc. Mais en même temps, de tout l'écosystème qui gravite autour. Parce que quand vous avez un sportif qui va faire des championnats d'Europe de tennis de table seul avec son entraîneur en Autriche, quand il revient, il va expliquer à sa maman que c'est plus la peine de lui faire ses lacets ou de lui choisir ses vêtements, qu'il a envie de pouvoir le faire. Et donc, ça vient bouleverser les relations familiales, sociales, etc. Ça vient faire évoluer la fédération dans ses dimensions, etc. Et donc, c'est un vrai changement systémique à accompagner. Mais ça ne peut pas se faire qu'en accompagnement les sportifs. Ça veut dire qu'il faut accompagner les professionnels qui les encadrent, il faut accompagner les présidents de club, il faut accompagger les familles, il faudrait quasiment accompagner le monde socio-professionnel à accueillir différemment le champ du handicap. C'est clair. Tu sais, c'est amusant parce que j'ai envie de dire que, et c'est un constat qu'on fait aussi, la R&D crée de l'engagement. Et en réalité, quand on l'observe uniquement dans le champ des sciences dures, on se rend compte qu'effectivement, les engagés sont une toute petite communauté. C'est ceux qui vraiment cherchent. Donc, c'est les chimistes, les physiciens, les devs, les ingénieurs. Voilà. Et là, en fait, comme la R&D sociale
est beaucoup plus large, en fait, ça crée de l'engagement chez beaucoup, beaucoup plus de monde. Ouais. Et c'est assez fascinant d'observer ça. Je ne sais pas si tu as le même constat. C'est des vraies dynamiques d'embarquement, effectivement, et on va le voir de manière encore plus forte quand on va être sur des démarches coopératives à l'échelle de fédés, etc., où effectivement, ça embarque, ça mobilise. Si je prends un dernier exemple, un autre exemple. Certainement pas le dernier, on attend. Je pense au réseau Ecobat qui est basé à Nantes. Donc au départ, c'est une association qui va fédérer des professionnels autour de l'éco-construction solidaire. Oui. En gros, ils ont partagé une vision un peu de territoire dans lequel ils se disent il va falloir que dans le champ de la construction, on renforce nos pratiques responsables. Il faut qu'on aille sur l'éco-construction de manière beaucoup plus importante et il faut qu'on soit en capacité de mettre une dimension sociale aussi assez forte parce que la main-d'œuvre aujourd'hui n'existe pas et n'est pas forcément formée. Et donc, autant accompagner des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi pour favoriser ces retours-là. Et donc, ce réseau, il s'est structuré avec des professionnels du bâtiment, des architectes, enfin tous les corps de métier qu'on peut imaginer, architectes, des structures d'insertion, des acteurs de la formation, etc. Et au départ, une petite dizaine d'acteurs du côté d'Ancenis, et au fur et à mesure, ils se sont structurés et organisés. Et on les a aidés à passer des échelles, des modalités de fonctionnement en termes d'organisation, de structuration, de modèle économique. Avec une démarche qui ne s'est pas appelée R&D à proprement parler, parce qu'on avait une culture du faire qui était très très forte. Et donc, la recherche-action. Oui, même je dirais que la dimension conceptualisation était moins marquée dans ces dimensions. Et pour autant, en filigrane, la question qui se joue derrière, c'est comment on maintient des liens de réseau quand on passe de 12 personnes qui se connaissent très bien, qui habitent le même territoire, à 300 membres. Tout à fait. Comment on repense des modèles de solidarité quand on n'est plus sur une proximité territoriale. Et donc ces volets-là ont amené des mutations assez fortes avec des constats qui étaient posés par les acteurs en disant mais on a besoin de penser nos chaînes de valeur de manière assez forte parce que entre ce que va penser l'architecte, les matériaux qui vont être effectivement disponibles pour le chantier et le savoir-faire de l'artisan, la question de la performance en termes d'éco-construction peut être très variée. Et donc ça a amené à se dire très bien, il nous manque une brique. Il faut qu'on ait des formations transversales et qui embarquent tout le monde pour être en capacité de s'aligner sur la construction paille, sur des constructions bois, etc. Des choses parfois très classiques, métiers, mais qui permettaient là aussi d'avoir un alignement beaucoup plus fort dans la conduite et dans la mise en œuvre des actions. D'accord, donc en fait, finalement, c'est à la fois de la recherche et évidemment aussi pour, c'est pour comment je vais y arriver, pour aller chercher de la performance. Oui, là on a très clairement une logique de performance, je dirais avec un S, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être performant économiquement. C'est ça. Les artisans, ils ont une contrainte très matérielle, il faut qu'à la fin du mois, je m'y retrouve sur le temps investi dans le collectif et la capacité à aller mobiliser des chantiers, des avancées, etc. C'est la même chose pour les architectes, c'est la même chose pour les grossistes de matériaux, etc. Tout à fait. En fait, juste pour que tu précises ton propos, ce que je veux dire par là, évidemment, la R&D, c'est pour aller chercher de la performance, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est quasiment en même temps. C'est-à-dire que, alors que la recherche, normalement, s'inscrit plutôt dans le temps long, là, on sent que c'est une volonté de devenir performant en même temps qu'on recherche, quoi. Exactement. Si je puis dire. C'est tout l'intérêt que nous on voit dans la dimension de R&D, de passage à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on ne pourra apprendre que par l'expérimentation. Et donc, cette capacité à mettre en œuvre et à faire du développement expérimental à proprement parler, c'est vraiment un espace d'apprentissage et de structuration qui est extrêmement fort. Mais là encore, avec certains, on ne va pas utiliser les termes. De toute façon, ils ne sont pas éligibles au CIR, etc. Oui. Les modalités ne poussent pas là-dessus. Oui. Mais par contre, c'est bien cette question de qu'est-ce qu'on veut démontrer ensemble parce qu'on est en train de faire. C'est quoi les critères qui vont nous permettre de savoir qu'on a réussi? Et c'est quoi finalement notre protocole d'expérimentation, même si là aussi on ne met pas toujours ces termes-là derrière. Non, vous n'avez pas la conformité fiscale que nous on s'impose parce qu'on est dans le secteur lucratif, mais à la fin c'est quand même les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. Exactement. En fait, ce qu'on explique souvent, c'est que l'intérêt fiscal, c'est presque la cerise sur le gâteau. Tout à fait. Et donc, tu sais que maintenant, nos clients nous le disent aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Structurer avec méthode une démarche complexe sur laquelle on se dit qu'on a besoin de réussir ensemble et d'embarquer une communauté externe dans le fonctionnement, c'est vraiment cette dimension-là de méthode. Et puis quand on peut, on va pousser sur les dimensions du CIR, on va pousser sur les dimensions de financement, etc. Parce que la question de la stratégie de moyens, elle est essentielle dans la réussite de ces opérations. Mais ça fait bien partie de démarches, de modalités qui sont avant tout utiles en termes de méthode d'avancée. En gros, face à des problèmes sur lesquels on se fait tous le constat aujourd'hui que c'est compliqué, c'est pas facile, etc., finalement, oser expérimenter devient peut-être la meilleure manière de pouvoir aller un peu plus loin.
C'est tout à fait ça. Et alors, finalement, je sais pas, est-ce que tu auras peut-être un autre exemple encore plus, sur un autre type d'acteur que tu pourrais me donner avant qu'on... Je peux donner un autre exemple avec là une entrée très territoire. Mais on a accompagné là aussi pendant pas mal d'années le cluster Jura qui était arrivé avec un concept d'entrepreneuriat coopératif de territoire. Donc c'est dans le Jura. Ça veut dire quoi, entrepreneuriat coopératif de territoire? Exactement, ça veut dire quoi? En gros, leur logique, c'était de se dire on est sur un territoire qui est moins attractif que certaines métropoles, sur lequel on a une dynamique économique assez marquée. Et donc, si on veut être en capacité d'accompagner un développement territorial souhaitable, il faut qu'on soit en capacité d'amorcer des dynamiques économiques qu'on verrait se naître ou se faire par d'autres leviers, soit très entrepreneuriaux, soit très institutionnalisés. Oui. Et donc, c'est un collectif d'acteurs qui s'est mis ensemble en disant si on se met tous ensemble, on dispose de plein de savoir-faire, d'ingénierie, d'une surface économique, etc., qui nous permettent de venir soutenir et d'amorcer des démarches, un peu comme une logique d'incubation de projet de territoire. D'accord. Et donc, ces acteurs, ils sont de quel ordre? On va avoir des acteurs économiques dans la gestion de déchets, des acteurs entreprises d'insertion, des acteurs associatifs. Très variés. Okay. Mais finalement, c'est le territoire comme liant qui va être retrouvé ici. Et donc, au lieu de se dire, en fait, on développe dans une logique économique uniquement sur ce volet-là, c'est la dimension territoriale qui va nous intéresser. Okay. Et la manière de venir sécuriser ces démarches-là, finalement, c'est la coopération. Et donc, derrière ce concept d'entrepreneuriat coopératif de territoire, mais il a fallu les aider à venir clarifier qu'est-ce qu'on veut mettre derrière, qu'est-ce qu'on veut expérimenter, comment on veut s'y prendre en termes de méthode, c'est ça. comment on va documenter au fur et à mesure tous les apprentissages, nos échecs, nos réussites sur ce type d'action, etc. Les verrous. Tous les verrous, les freins, etc. Qu'est-ce qui est fait ailleurs, comment on peut s'inspirer d'un ensemble de démarches. Une structure qui est organisée, qui fait partie de réseaux nationaux aussi autour de l'incubation de projets, etc. Mais il y a tout un sujet de méthode et d'adaptation territoriale qui se pose ici. Et donc, c'est un projet qui a été soutenu pour le coup par la Caisse des dépôts et par l'ADEME. On a mis en place un comité scientifique avec une chercheuse qu'on connaît bien à l'Université de Poitiers. On a pu travailler sur... Vous créez beaucoup de ponts avec les universités, je suppose. Oui, c'est un sujet, en tout cas, nous, qui nous semble particulièrement important pour venir vraiment garantir la dimension scientifique des démarches qui sont construites. D'accord. Et donc, on essaye de déplacer en fait, le réflexe classique quand on entend parler de chercheurs dans des projets d'innovation sociale, c'est de se dire « Ah, c'est super, ils vont faire l'évaluation ». En fait, nous, on essaye de les remonter un peu en disant c'est super, vous allez pouvoir accompagner dans des étapes de conceptualisation, vous allez pouvoir accompagner la démarche de formalisation de la dimension scientifique du protocole. Est-ce que ce qui a été pensé, c'est adapté, ça tient en termes de rigueur scientifique, quels sont les types d'apprentissage qu'on peut en faire, etc. Et pas être uniquement sur la dimension d'évaluation ex post, qui parfois renvoie une dimension un peu sanction dans l'approche, alors qu'au final, il y a à faire avec les chercheurs dans des étapes plus amont, plus structurantes en termes d'organisation. Oui, c'est passionnant tout ça. Donc, si on pouvait récapituler, je dirais que c'est quoi les grands thèmes? En fait, il y a beaucoup d'emplois. Alors, on va voir l'inclusion au sens large. L'inclusion au sens large, inclusion dans lequel on va mettre le handicap, on va mettre la question de l'emploi, des personnes éloignées de l'emploi, etc. Les personnes âgées, au sens vraiment le plus large. Ouais, on va avoir un gros volet agriculture-alimentation. C'est le volet sur lequel on travaille beaucoup. Bien sûr. L'économie circulaire au sens... Exactement. On va avoir un volet qui va être plus dans les relations avec les universités, vraiment sur ces dimensions de société-sciences. Comment on crée des laboratoires communs un peu différents des labcoms traditionnels que finance l'Agence nationale pour la recherche. Et donc, elle est un peu sur des logiques de labcom société, plutôt orientées sur des résolutions de sujets ou d'enjeux. Oui, mais finalement, remettre un peu plus de scientifiques dans le monde privé, quoi. Il y a dans le monde privé, il y en a besoin dans le monde public. En fait, on le voit beaucoup dans cette dimension. Oui, bien sûr. Et, dans le monde public, oui, dans les collectivités, bien sûr. Et bien amener, en tout cas, ces dimensions dans lesquelles l'acteur scientifique a un rôle. On voit aujourd'hui beaucoup de bashing sur les dimensions scientifiques. Nous, on croit dans la science. Et donc, on essaye de maintenir ces logiques de méthode. Donc, c'est un pilier de la démocratie qu'il faut pouvoir soutenir ces démarches-là. La science s'interroge. Elle est loin d'être parfaite, mais au moins, elle a le mérite de s'interroger. Exactement. Parfait. Donc, on a ces volets-là. Puis après, on a tout
plein de pans d'activité, mais on a aussi un volet beaucoup autour de la gestion de ressources. L'eau, forêt, etc. Toutes ces dimensions de ce qui pourrait relever d'un commun. Comment on repense des plans de partage de ces ressources clés, avec une dimension qui peut être plus environnementale, mais qui rejoint même, parce que dans la question de l'eau, aujourd'hui, on touche à l'industrie, on touche à l'habitat, on touche à tout un ensemble de sujets. Donc ça m'amène sur un autre volet autour de l'habitat, sur lequel on a pas mal de choses aussi. Alors quand tu dis l'habitat, c'est quoi ? C'est plutôt la construction ou c'est plutôt le vivre ensemble ? Alors ça touche à toutes ces dimensions-là. Non, mais en fait, il y a l'habitat et l'habité. La question de tout ce qui est logement inclusif, logement intergénérationnel, évidemment, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut être amené à être mobilisé. Toutes les dimensions qui vont jouer sur cette partie des modes de construction et de l'implication environnementale et sociale des modalités de construction. Mais on a aussi un volet qui renvoie des dimensions qui peuvent être un peu plus d'aménagement du territoire. Et finalement, cette dimension de la construction de la ville ou de la construction des territoires ruraux, qu'est-ce que ça nous raconte là encore, du faire société ? Ça reste un sujet un peu central. Mais quelle rupture d'inégalité on organise à travers ces dimensions-là ? Quelle logique d'équité on favorise ? Comment on participe de manière un peu plus fine, un peu plus forte aussi à cette construction de la ville et de la cité ? Ça fait partie des sujets sur lesquels on peut être amené à travailler. Et puis, le dernier grand pôle, je devrais dire, il est vraiment sur les questions jeunesse et transition. On essaye de lier, nous, ces deux volets-là. Mais on a travaillé sur les questions de services civiques écologiques. Oui, bien sûr. On a travaillé sur des approches... Sur l'implication sociétale. Exactement, avec les questions de la formation, des métiers de demain, qu'est-ce que ça peut amener autour de ces dynamiques-là. Donc voilà, on peut avoir des volets assez transverses autour de ces transitions. Très intéressant. Alors, vous êtes pionnier sur ces questions, je pense, indubitablement. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'autres acteurs qui ont commencé depuis si longtemps. Quel constat tu fais aujourd'hui, après 12 ans, un peu plus, presque 13 ans d'existence ? Et est-ce que tu sens que ça a été poussif, qu'au début, il a fallu vraiment pousser des portes, qu'aujourd'hui, au contraire, c'est plus évident ou pas tant que ça ? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit retour Ouais, alors... d'expérience, je vais y arriver. C'est pas si évident que ça à caractériser, parce qu'on a une période qui chamboule beaucoup quand même actuellement. Je dirais que jusqu'à la dissolution de 2024, on était plutôt sur une tendance favorable aux questions d'innovation sociale. Ça ne veut pas dire que toutes les vannes étaient ouvertes, etc. On se disait souvent entre acteurs, les temps sont durs, etc. Mais quand on regarde 1 an et demi après, on se dit que finalement, il y avait des beaux jours dans ceux qu'on a passés, parce qu'il y avait une capacité d'écoute du côté des acteurs publics. On sentait une capacité à convaincre sur un ensemble de décisions. On arrivait à trouver des ressources, des modalités d'action, etc. J'ai l'impression que une petite incertitude politique dans laquelle on navigue depuis 1 an et demi amène en tout cas des difficultés, de l'attentisme. Je vois souvent Estelle, ta collègue, qui se dit tiens, pas de projet de loi de finances pour ma fin d'année, sur quoi je peux travailler avant Noël. mais effectivement, on a un peu cette dimension d'une problématique de visibilité et puis des débats qu'on ne voit pas du tout apparaître dans la société quand on parle de la question de c'est quoi la place de la solidarité nationale aujourd'hui sur les politiques de handicap, c'est quoi la place des solidarités nationales sur le vieillissement, quelle logique dans les raccrochements territoriaux, etc. Ces volets-là, on les trouve très, 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 très loin ou dans des sphères spécifiques, mais on les voit assez peu sur la place publique. Et on a quand même l'impression que c'est des sujets qui mériteraient d'être re-questionnés. Oui. La question du contrat social, la question de la fiscalité, etc. Il y a tout un ensemble de sujets qui sont un peu épineux, dans lesquels chacun est sur son bout d'île et du mal à se rassembler autour de ces dimensions. Donc j'ai l'impression que depuis... En fait, on aurait bien avancé en 10 ans. Et puis tout à coup, on régresse pas, mais on stagne un peu. C'est un plateau, quoi. On a avancé avec quelques plateaux. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de régression. Ah, il y a un peu de régression, carrément. J'ose aller là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas dans tous les domaines. C'est un ressenti, de toute façon. Mais en fait, ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on voit quand même une vraie difficulté à avancer en ayant des argumentaires entendus et entendables. D'accord. J'ai en tête, moi, certaines structures à qui des financeurs privés, publics, disent « c'est super ce que vous faites, il faut que vous continuez. Par contre, vous aurez 20% de moins l'année prochaine. »
D'accord, pourquoi on n'a pas été performant? Il y en a d'autres, non, notre budget est réduit, donc on vous le réimpute de manière mécanique. Oui, c'est ça. Et en donc fait, c'est quand plus on des est raisons là-dessus, financières, budgétaires. les raisons budgétaires sont évidentes dans les domaines et dans les sujets. Mais Tu penses que si on ouvrait un peu plus les vannes, les intérêts seraient plus importants? alors pour certains, très clairement, il y a vraiment une capacité de déploiement d'un ensemble d'innovations, d'acteurs, de dynamiques qui sont avancées, pour certaines matures. Je pense à ce qui peut se passer dans l'inclusion. Il y a énormément de choses aujourd'hui sur lesquelles on a des apprentissages et savoir-faire, et on voit une vraie difficulté de moyens mobilisés sur ces dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir les vannes dans tous les sens, qu'il faut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que l'acteur qui ferme les vannes est lui-même responsable des choix qui sont amenés dans ces dimensions. Mais on a souvent une sorte de dichotomie entre le citoyen qui paie des impôts et le citoyen en attente d'une couverture sociale ou d'un projet de société qui soit suffisamment couvert. Et là, on a un vrai décalage de perception. Et je pense qu'il y a un besoin, là encore, de pédagogie, d'explicitation, de compréhension. On entend le volet on paye trop d'impôts, marre de nouvelles taxes, etc. Ouais, Pour une partie, c'est complètement vrai, complètement légitime. Et sur d'autres volets, en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'intervenir de manière préventive, de pouvoir couvrir, accompagner, etc. Et même sur des logiques assez basiques de coûts évités, qui sont quand même dans des méthodes traitées depuis très longtemps en évaluation de politique publique ou autre, aujourd'hui, c'est plus des arguments qui font autorité sur lesquels on appuie les décisions. Donc on a un vrai questionnement aujourd'hui sur les leviers d'accroche pour être en capacité d'amener des décisions, des orientations qui soient objectivées, centrées. On entend que tout ne peut pas être prioritaire, mais où est-ce qu'on débat de ces sujets-là? Ça reste un vrai point de questionnement. J'imagine que dans ce contexte un peu particulier, ma question de clôture va être beaucoup plus difficile pour toi, mais j'aime bien me projeter un peu et dire comment tu vois Elix et comment tu vois finalement ce que vous faites à 5 ans, on va dire. Je ne sais pas si dans ce contexte, tu as une capacité de projection, parce que malgré tout, ça reste des cycles, mais comment tu vois les choses, toi? On reste confiant sur l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas facile, mais ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas à plein d'endroits. Nous, il y a 2-3 volets sur lesquels on veut pousser un peu les choses. Un volet européen. On a des partenariats qui se consolident, structurent, renforcent avec des acteurs en Belgique, avec des acteurs en Finlande. On a aussi des partenariats avec des acteurs au Québec, etc. Donc, au-delà de l'Europe, il y a en tout cas une logique de partage, d'avancer autour de ces réflexions. Et on voit, j'ai échangé encore récemment avec des acteurs finlandais, on est vraiment très très alignés sur les questions qu'ils se posent et sur les questions qu'on se pose. Et donc là, dans des sociétés différentes, dans des modalités d'action différentes, on parlait tout à l'heure des métiers du prendre soin, c'est un vrai sujet chez eux aujourd'hui sur quelle place dans la société pour ce type de métier, quelle reconnaissance, etc. Donc on a ce volet, en tout cas, de pouvoir mieux être ressourcé par ce qui se passe à l'international, en tout cas pouvoir aller un peu plus loin dans ces dimensions, y compris co-intervenir sur des actions conjointes, chacun dans son pays ou dans des modalités un peu renforcées là-dessus. Il y a un autre volet, nous, qu'on a envie de pousser, c'est d'aller dépasser la logique d'expérimentation. On a beaucoup d'actions sur lesquelles on accompagne des acteurs à expérimenter. On essaye de remonter cette dimension du collectif d'acteurs dans lequel il y aurait une logique de co-responsabilité. Et donc, si moi, acteur du médico-social, je suis en train de bouger sur la question de l'accompagnement des publics en situation de handicap, comment moi, département, je suis en capacité de bouger dans mes politiques publiques pour le rendre faisable. Comment moi, citoyen, je suis en capacité d'accepter des évolutions parce qu'en tant que parent ou en tant que personne impliquée ou sensible au sujet, j'y vois l'intérêt de venir bouger sur ces dimensions. Et donc, on essaye d'aller, on n'a pas encore le nom, mais une sorte de démonstrateur, une sorte de... Oui, qui inclut aussi de la communication, qui inclut des éléments de langage, qui inclut beaucoup de choses, en fait. C'est des choses sur lesquelles on y allait par touche aujourd'hui et sur lesquelles on se dit qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin sur la capacité à prototyper un démonstrateur complet et à venir finalement amener une logique d'expérimentation transversale, multi-acteurs, pour aller oser se dire, tiens, finalement,
on ne voulait pas le faire pour telle et telle raison, on avait raison, c'était une représentation, et on a appris quoi de ce passage à une action conjointe. Oui. Et donc sortir un peu de la logique de responsabilité individualisée ou organisationnelle pour aller vraiment sur des logiques de co-responsabilité, en considérant en tout cas que, si je garde le champ du handicap, mais il y a des approches aujourd'hui comme la responsabilité populationnelle dans laquelle on se sent responsable du bien-être et de l'état de santé de l'ensemble des personnes en situation de handicap d'un territoire et pas juste de celles qui sont dans mon organisation. Ça amène à des logiques de coopération et de profondeur de vue un peu plus intéressantes encore. Et ça pourrait aller jusqu'à la co-R&D ? Ça pourrait aller avec tout à fait les logiques de co-R&D. Ça, c'est des sujets là aussi sur lesquels on sait qu'on va être amené à avancer encore dans les mois et années à venir. Super intéressant. Parce aussi. que se pose la question de qu'est-ce qui relève d'un projet de R&D commun et qu'est-ce qui relève des projets de R&D individuels à chacune des organisations qui composent le collectif. Et là, on a des sujets de glissement. On travaille là-dessus avec le ministère, notamment sur les questions des pôles territoriaux de coopération économique, qui ont parfois des démarches de R&D qui ne sont pas structurées. Donc, on les accompagne à structurer ces démarches-là et à bien identifier les jonctions entre le programme de R&D du pôle et le programme de R&D de chacun des acteurs qui composent ce pôle. Génial. Et donc, on a du commun, de l'individuel, et des sujets là-dessus. Voilà, et des acteurs de tout type, donc public, privé, etc. Exactement. Super. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Clarisse. Merci à vous d'avoir suivi ce passionnant épisode des Récits de l'innovation sociale. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre chaîne. Merci. Merci.